France 5 avec un documentaire consacré au phénomène des extinctions massives. Ces événements majeurs sont capables sur un temps très court de rayer de la carte plus de 75% des espèces vivantes. La Terre en a connu 5 au fil de son histoire et la plus célèbre d'entre elles a été à l'origine de la disparition des dinosaures. Selon les scientifiques, nous serions même en train de vivre une grande extinction en raison de l'impact de l'homme sur la biodiversité. Extinction massive, la vie en péril, c'est tout de suite dans Science Grand Format. C'est arrivé au moins 5 fois dans l'histoire de notre planète. Des extinctions massives, la mort à une échelle inimaginable. Ce n'est pas la mort de quelques individus, mais de tous les représentants d'une espèce qui mène à son extinction. Ces catastrophes ont été rapides, massives, et ont laissé des traces dans les roches préhistoriques. En constatant la disparition rapide d'une quantité d'espèces dans les chroniques fossiles, tout biologiste se demande ce qui a pu supprimer la plupart des espèces vivantes de la planète. Tandis que des scientifiques recherchent des indices sur toute la planète, 2 grandes extinctions sont sur le point d'être expliquées. Les événements majeurs coïncident peut-être avec ces extinctions. Que nous révèlent ces désastres? Les catastrophes, qui ont jadis décimé toute vie sur Terre, peuvent-elles nous frapper aujourd'hui? Si les changements environnementaux sont importants, rapides et globaux, la planète est en mauvaise posture. Sommes-nous sur le point de vivre une nouvelle extinction massive? La plupart des espèces exposées au Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian à Washington ont disparu. Les espèces fluctuent, mais parfois elles s'éteignent. À cause de phénomènes rapides qui déciment toute vie sur Terre. Voici l'histoire de 2 de ces crises et ce qu'elles révèlent sur notre futur. Premier mystère, la disparition des dinosaures. Il y a 66 millions d'années, les ptérosaures géants dominaient le ciel. Des prédateurs, les mosasaures, sillonnaient les mers. Et les dinosaures parcouraient la Terre. Soudain, ils ont disparu. Ça, c'est un fémur de Triceratops. Afin de comprendre les causes des extinctions massives, Sean Carroll, biologiste spécialiste de l'évolution, parcourt le globe. Là, on a une vue directe sur l'os. Les extinctions massives sont des énigmes biologiques majeures. Qui a tué les dinosaures? Vous vous dites sûrement qu'on le sait. Mais comment? Eh bien, grâce à un travail d'enquête sans précédent. Et la piste démarre à des milliers de kilomètres d'ici. Voici Gubbio, un village paisible d'Italie. Pas un seul reptile géant à l'horizon. Mais le passé refait surface à tous les coins de rue. Et hors de ces murs est enfoui un passé bien plus ancien. À la sortie de la ville, l'histoire est écrite dans les strates de ces falaises de roches calcaires. Il y a des millions d'années, ces roches se trouvaient au fond de la mer. Dans les années 70,
le géologue américain Walter Alvarez a étudié les fossiles de minuscules créatures marines à carapace. Les foraminifères font partie des planctons les plus communs. Quand ils meurent, leurs carapaces se fondent dans le sédiment et sont utilisés comme marqueurs géologiques. Walter Alvarez fait une découverte étonnante. Il semble disparaître au niveau de cette mystérieuse bande argileuse. Dans la couche de calcaire inférieure, on trouve des foraminifères assez gros. Ici, la couche argileuse. Et au-dessus, cette couche de calcaire dans laquelle presque tous les foraminifères ont disparu. Ça m'a interpellé. Cette extinction de foraminifères coïncide presque avec l'extinction des dinosaures. À plus de 1500 km de là, même phénomène. Sur la côte atlantique espagnole, le géologue néerlandais Jan Smit étudie aussi les foraminifères, coquillages fossilisés dans des falaises calcaires, semblables à ceux de Gubbio. La limite est par ici? Oui, juste là. Il date de la période géologique à laquelle les dinosaures ont disparu de la surface de la Terre. Comme Alvarez, Smith a découvert une étonnante couche argileuse marquant l'extinction des foraminifères. Yann, que révèlent ces roches sur l'histoire de la Terre? On peut constater la fin d'un monde et le début du suivant. Et on voit une démarcation extrêmement nette entre les deux. Cette bande grise? Cette bande grise-là. D'un coup, on voit une modification spectaculaire. On appelle ça la limite KT. La limite KT, Crétacé-Tertiaire, sépare deux grandes périodes de la vie animale. L'âge des reptiles, celle des dinosaures, et l'âge des mammifères après la disparition des dinosaures. La limite KT est ici, à la limite du violet et du gris foncé. Ici, il y a plein de vie. Là, la base de la chaîne alimentaire des océans disparaît et tout ce qui en dépend disparaît juste à la limite. Au niveau de la ligne d'extinction, c'est flagrant. Ils disparaissent d'un seul coup. On voit bien que c'est important. C'est un passage historique essentiel, mais personne ne peut témoigner. Donc on cherche des témoins muets dans la roche. Et le premier témoin, c'est cette belle couche argileuse. Cette couche, d'épaisseur et de couleur variables, a été découverte sur toute la planète. Pour Walter Alvarez aussi, c'est un témoin muet de la disparition des dinosaures. C'est ce qui est magnifique avec les roches. Elles sont là depuis des millions d'années et elles ne changent pas. Et elles gardent ce qui s'est passé au moment de leur formation. Pour révéler cette mémoire, Walter Alvarez demande de l'aide à l'université de Berkeley en Californie, auprès d'un prix Nobel de physique, son père, Luis Alvarez. Luis Alvarez pensait trouver des indices dans cette couche. Tel Sherlock Holmes, à partir de cet indice étrange, il voulait tout savoir sur cette couche. Luis Alvarez et son fils cherchent des indices chimiques. Ils feront une découverte stupéfiante. La couche contient des doses élevées d'iridium, élément peu présent dans la croûte terrestre. D'autres limites KT contiennent les mêmes taux d'iridium. Luis Alvarez pense savoir pourquoi. Des milliers d'astéroïdes traversent l'orbite de la Terre et beaucoup contiennent de l'iridium. Et si l'un d'eux avait percuté la Terre il y a 66 millions d'années?
Luis Alvarez émet l'hypothèse d'une chute d'astéroïdes sur la Terre. Son indice, le taux d'iridium découvert à Gubbio. Selon son hypothèse, il serait présent sur toute la planète. Il parvient à mesurer la quantité d'iridium répandue à la surface de la Terre. Comme on connaît la quantité d'iridium présent dans les astéroïdes et les comètes, il peut calculer la taille de l'objet. L'astéroïde mesure 10 km de large et pèse des centaines de milliards de tonnes. Mais comparé à la Terre, il est minuscule. Comment a-t-il pu créer autant de dégâts ? Il a dû percuter la Terre à la vitesse de 80 000 km/h. Une puissance d'explosion similaire à 100 millions de bombes atomiques. Une énorme masse de débris incandescents aurait été projetée dans l'espace et aurait gravité autour de la Terre avant de pleuvoir à sa surface. Les Alvarez pensent que la poussière a occulté le Soleil pendant des années et décimé toute vie sur Terre. Voilà pour l'hypothèse de la chute d'astéroïdes. Mais cette idée ne fait pas l'unanimité. L'hypothèse de Luis Alvarez est difficilement acceptée par de nombreux scientifiques. Pendant presque 2 siècles, les géologues ont construit une vision du monde en évolution progressive, avec un changement lent, sans catastrophe majeure. On leur suggère qu'un objet venu de l'espace a réécrit l'histoire de la vie en un instant. Si un astéroïde de 10 km de diamètre a percuté la Terre, où se trouve le cratère dont l'âge, le type et la taille correspondent? Alvarez estime sa largeur à 200 km. Mais les recherches sont infructueuses. On était très déçus et embêtés de ne pas trouver un cratère de cette taille. Sans cratère, on se rabat sur une autre preuve, les débris issus de l'impact. Des billes de roche vaporisées sont découvertes sur des limites KT. Autre indice crucial, le quartz choqué ne se forme que lors de violentes explosions. Il s'avère que les quartz choqués sont plus gros en Amérique du Nord. La chasse au cratère a repris de plus belle. La piste la plus prometteuse mène le long du fleuve Brazos, à 300 km du golfe du Mexique. Il y a 66 millions d'années, c'était le fond de la mer. C'est plus facile avec les pistes fraîches. Dans les années 80, le géologue Alan Hildebrandt vient étudier un étrange mélange de roches sur une limite KT. Cette boue est typique d'ici? Tout à fait. On a 7 millions d'années de boue. C'est plutôt barbant. Mais cette boue contient des blocs rocheux saillants au beau milieu de la limite. Il y a cette couche régulière de boue et d'un seul coup, cette zone pleine de roches diverses. Et issues de lieux différents. Elles n'étaient pas toutes ici. Certaines viennent des profondeurs, d'autres de la surface. Elles ont été mélangées et rejetées ici. Alors, qu'est-ce qui a pu provoquer un phénomène si radical? Sûrement une vague extrêmement puissante, un tsunami géant. Un astéroïde de 10 km de large aurait provoqué des tsunamis de plus de 100 mètres de hauteur.
Avançant à la vitesse d'un avion, ils auraient arraché le fond de la mer et déposé des débris dans le bassin versant du fleuve Brazos. Pour Alan Hildebrandt, l'impact doit avoir eu lieu vers le golfe du Mexique. Mais où? Il fait une grande découverte sur une carte dressée par des géologues pétroliers. Cette carte localise un cratère géant enfoui dans la péninsule du Yucatan. Une roche, issue du cratère, porte la trace d'un impact d'astéroïde. Elle était pleine de quartz choqué. Cette preuve finit par convaincre tout le monde qu'un grand cratère se cache dans la péninsule du Yucatan. Découvert en 1990, il est nommé Chicxulub, d'après un village situé en son centre. La découverte du cratère de Chicxulub est la preuve absolue d'un impact d'astéroïde. En plus, le cratère a le même âge que la limite KT, et sa taille correspond à l'estimation de Luis Alvarez. On est enfin sûr de ce qui s'est passé ce jour-là. Ce sont tous ces petits rochers, là? Oui, c'est ça. L'événement déclencheur de l'extinction a été découvert, mais une question essentielle demeure. Comment un impact isolé dans le Yucatan a pu décimer la quasi-totalité de la vie sur Terre? Quelles espèces ont disparu? En quoi le monde a-t-il été modifié? Des réponses ont été trouvées dans les Badlands du Dakota et du Montana, dans les formations de Hell Creek. Ces collines érodées renferment des fossiles de plantes et d'animaux ayant existé à l'ère des dinosaures et au-delà. Quand le paléontologue Kirk Johnson découvre la limite, il étudie l'ampleur de l'extinction loin de l'impact. Kirk, pourquoi est-ce important de trouver une limite KT ici, dans le Dakota du Nord? Quand on peut toucher du doigt la limite, comme ici, cela permet de se demander en quoi la vie avant l'impact était différente de la vie après l'impact. Il suffit de comparer les fossiles du dessous avec les fossiles du dessus, c'est ce qu'on fait depuis 30 ans. Ce paysage aride était jadis une forêt humide et luxuriante. Certaines roches renferment des feuilles d'arbres qui poussaient ici il y a 66 millions d'années. Voilà, regardez. En y regardant de près, on découvre des fossiles de tortues, de poissons et de petits mammifères qui prospéraient dans les rivières et les forêts. Et aussi des os de dinosaures. Voici un fémur de Triceratops. Et là, c'est un sacrum de Triceratops. Les indices de ce qui est arrivé ici se trouvent dans les fossiles et dans leur emplacement. Voici un os de cheville de petit dinosaure carnivore. À côté, on a trouvé cet os de dinosaure carnivore bien plus grand. C'est le même os. Vous voyez la différence de taille? Grâce à ces os, on identifie l'animal et on dresse une liste des dinosaures qui existaient à un moment donné. Plus on est proche de la limite, plus on se demande combien de temps les dinosaures ont survécu. Nous savons aujourd'hui que 22 types de dinosaures vivaient à Hell Creek, dont le puissant Tyrannosaurus rex. Si certains avaient survécu, on trouverait leurs fossiles au-dessus de la limite. On a découvert plusieurs spécimens très près de la limite, ce qui montre que malgré leur rareté, on arrive à savoir quand les dinosaures vivaient sur la planète. Mais nulle part au monde, on n'a trouvé de squelettes de dinosaures au-dessus de la limite KT. Donc aucun dinosaure n'a survécu aux suites de l'impact. Tout comme 50 à 60% des espèces. La catastrophe est bien pire que ce que les Alvarez avaient imaginé. Dans un périmètre de 1000 km, la mort a frappé.
Réglez votre four sur grill et gardez votre main sous la résistance. Voilà ce que les dinosaures ont ressenti. Ils ont dû griller vivants en moins d'1 heure. Ensuite, c'est une réaction en chaîne. Des pluies d'éjecta déclenchent des feux. La suie présente dans les limites KT montre clairement que la quasi-totalité de la planète s'est embrasée. L'atmosphère a dû être saturée de soufre, parce que l'impact situé dans la péninsule du Yucatan en contient beaucoup. Et cela en quantité assez importante pour occulter le soleil. La catastrophe déclenche une crise écologique planétaire. La pluie acide décime les plantes, base de la chaîne alimentaire. Des gaz toxiques libérés lors de l'impact détruisent la couche d'ozone qui protège la planète du rayonnement solaire. Leurs habitats détruits et le climat radicalement modifié, les dinosaures disparaissent. Mais les scientifiques ont découvert qu'il existait plus d'une façon de faire basculer la vie. Puisqu'un impact d'astéroïde a fait disparaître les dinosaures, ils se demandent si des impacts ont pu provoquer d'autres extinctions massives. À Meteor Crater, en Arizona, Sean Carroll et le géophysicien Jay Meloche se penchent sur la question. Jay, combien de fois la Terre a-t-elle été percutée par un astéroïde assez gros pour créer un cratère aussi grand? Nous vivons au milieu d'un stand de tir. Des milliers d'astéroïdes capables de créer un cratère bien plus gros traversent l'orbite de la Terre. Reste à savoir à quelle fréquence la Terre est percutée par un objet assez gros pour provoquer une extinction massive. La question n'a jamais été totalement élucidée. Après de nombreuses recherches, les scientifiques ne trouvent aucune preuve liant un impact d'astéroïde à une autre extinction. Il y a eu au moins 4 extinctions massives. Qu'est-ce qui pourrait les expliquer? Surtout la plus dévastatrice qui marque la fin du Permien, bien avant l'âge des dinosaures. Presque 90% des espèces de la planète ont disparu. C'est pourquoi on l'appelle la Grande Extinction. À l'époque du Permien, la Terre est un supercontinent, la Pangée. L'océan grouille de vie. On y trouve des trilobites qui survivront pendant des lustres. Et des créatures comme l'hélicoprion, dotées d'une mâchoire en scie circulaire. Point de dinosaures. Mais des carnivores comme le gorgonopsien, premier animal à développer des dents en forme de sabre. Et des herbivores comme le cynodonte, dont on a découvert des fossiles partout. Soudain, ces créatures disparaissent de la planète. Pour quelle raison? Sans trace d'astéroïdes, on ressort les anciens suspects. Serait-ce une supernova? Des gaz remontant des profondeurs de la Terre? Le volcanisme? Qu'est-ce qui a pu détruire autant de vie en si peu de temps? En Chine méridionale, des indices fondamentaux sont enfouis sous ces anciennes chaînes de montagnes. Des scientifiques cherchent des victimes de la grande extinction sur les rives du fleuve Rouge. Parmi eux, le géologue Sam Boring.
Nous sommes en Chine méridionale pour étudier l'extinction de la fin du Permien, parce qu'on ne dispose que de données géologiques fragmentaires. Et la Chine méridionale regorge de roches de la fin du Permien. Wow, magnifique! Le paléontologue Xu Zongshen passe sa vie à déterrer des fossiles datant de l'extinction. Celui-ci est différent. Mais ces trois-là sont peut-être les mêmes. Il rassemble des preuves sur les créatures qui ont un jour existé ici. Après 10 ans de travail, nous avons découvert que cette section transversale avait enregistré tout le processus d'extinction massive, la diversité des créatures qui prospéraient au Permien et le moment soudain où elles ont disparu. Non loin en remontant le fleuve, l'équipe a localisé la fin du Permien et l'aube de l'ère des reptiles, le Trias. Ah oui, magnifiquement conservé. Oui. Ici, on a un affleurement de la limite Permien-Trias. On peut se demander ce qu'elle a de si spécial. Au premier abord, on n'en sait rien. En fait, les roches sur la droite datent du Permien et regorgent de fossiles. Et ce schiste argileux noir date du Trias et ne contient aucun de ces organismes. Et la ligne qui les sépare marque la plus importante extinction de l'histoire de la Terre. Le schiste argileux noir, marqueur de l'extinction, révèle l'existence d'un océan malade. Au début du Trias, l'océan aurait été privé d'oxygène. L'eau était très acide et les températures en hausse. Un tel environnement n'était pas adapté à de nombreuses créatures. Quel événement puissant a pu déclencher ces changements? Pour résoudre ce mystère, il leur faut définir quand a eu lieu l'extinction. Une réponse se trouve peut-être juste au-dessus de la limite. Une couche de cendres préhistoriques émise par un volcan voisin riche en cristaux révélateurs, les zircons. Le zircon est une pierre fine qui a une caractéristique unique. Quand il se forme dans le magma, c'est comme un chronomètre qui s'enclenche. Un chronomètre basé sur la désintégration radioactive qui permet de dater la formation d'une roche volcanique. Voici la couche de roche volcanique la plus proche de la limite Permien-Trias, juste ici. On va en extraire les zircons. C'est excitant parce que ça va nous permettre de dater la limite Permien-Trias. Oui, c'est ici. On l'a trouvé. Quand l'équipe aura daté la limite, elle pourra définir quand a eu lieu l'extinction. Ensuite, elle pourra chercher des événements concomitants et se concentrer sur les responsables les plus probables. Aux États-Unis, des scientifiques suivent une autre piste. Un indice étonnant se cache dans des roches situées à proximité de la limite, un changement soudain de type de carbone. La preuve d'une perturbation globale spectaculaire. Cette perturbation indique un apport rapide et important en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est inquiétant parce que le dioxyde de carbone influence le climat terrestre et la température de la planète. On s'est donc demandé d'où est venu ce carbone. L'une des principales pistes se trouve dans l'immensité de la Sibérie. Il y a près de 250 millions d'années, une série d'impressionnantes éruptions volcaniques détruit près de 2 millions de kilomètres carrés de terre. Le manteau terrestre crache suffisamment de lave
pour enterrer une surface de la largeur des États-Unis sous une couche de 300 mètres d'épaisseur. D'énormes quantités de lave, dont le dioxyde de carbone, se déversent dans l'atmosphère. Sam Boring et ses collègues se rendent dans cette région reculée, les trappes de Sibérie, à la recherche de résidus de ces éruptions. La majeure partie de la roche volcanique est enfouie sous terre. Pour y parvenir, l'expédition va descendre des rivières qui ont creusé leur lit dans la lave préhistorique. L'avantage quand on est sur ce fleuve, c'est qu'on remonte le temps. On va remonter jusqu'au Permien, dont la dernière partie est recouverte d'une épaisse couche de lave. On veut définir une fois pour toutes si elle coïncide avec l'extinction, si elle est postérieure ou antérieure à l'extinction. Après des jours de voyage, la géologue Lindy Elkin Stanton fait une première découverte. Oui, c'est de la lave. Ce matériau a tout comblé. Tu vois cette bordure? Une couche de lave préhistorique touche des roches datant du Permien. C'est la première fois depuis le début de ce voyage qu'on trouve de la lave inférieure en contact avec des sédiments permiens supérieurs. C'est au niveau de ce contact que nous pensons que la Terre a commencé à changer. Des indices de ce changement doivent se trouver ici. Tu en as? Tu les gardes? Oui, garde-les. Des échantillons. Ainsi que des zircons qui permettront de dater les éruptions. Mais rassembler les preuves demande de l'endurance. J'aime bien naviguer sur un bateau, la tête dans un nuage de moustiques sous une pluie battante. Il faut bien quelques touches locales pour se rappeler qu'on est en Sibérie. La quantité de lave est saisissante. On a marché jusqu'ici et on a regardé cette grande falaise. Ces énormes affleurements rocheux recouvrent une grande partie de la Sibérie. On ne trouve ça nulle part ailleurs, à cette échelle. Après de multiples expéditions, la chasse aux preuves arrive à son terme. Il est temps de savoir si les plus grandes éruptions volcaniques que la Terre ait connues ont provoqué cette grande extinction massive. À Cambridge, dans le Massachusetts, la preuve est arrivée. Va-t-elle connecter les éruptions sibériennes à la grande extinction? Il faut d'abord isoler les zircons, mémoire minérale de la planète. Le zircon est une petite capsule témoin. Quand on en trouve dans une roche, cela permet de dater très précisément la cristallisation d'une roche magmatique. Après avoir déterminé la date de formation de chaque zircon, les scientifiques disposent d'un éventail de dates remarquablement précises. C'est incroyable. Le travail effectué en Chine nous permet de démontrer que l'extinction massive s'est déroulée très rapidement et sur une période très courte. Les recherches que nous avons menées en Sibérie et les zircons que nous avons datés nous permettent de démontrer que l'éruption sibérienne coïncide ou précède de peu l'extinction massive. C'est une conclusion très importante. Nous avons deux événements de durée courte et exactement de la même date. On ne peut pas trouver meilleure preuve. Les grands volcans sibériens ont donc déclenché la grande extinction.
Et au lieu de s'étendre sur des millions d'années, elle s'est déroulée sur moins de 60 000 ans. Mais comment des éruptions survenues en Sibérie ont pu affecter le monde entier? Des cristaux contenus dans la lave préhistorique apportent peut-être des réponses. À l'intérieur, Benjamin Black a trouvé de minuscules gouttelettes de magma contenant encore des gaz datant de 250 millions d'années. Voici les cristaux que nous analysons. Ici, on peut voir les gaz contenus dans le cristal. La couleur orange vif montre la présence de soufre. Le vert montre la présence de gaz, fluor, chlore et dioxyde de carbone. Des milliers de milliards de tonnes de gaz ont été relâchées dans l'atmosphère. On a passé toutes les preuves dans un modèle climatique global pour savoir si tous ces gaz ont pu modifier le climat au point de tout détruire. Apparemment, ça a suffi pour provoquer une extinction. Notre vision de la grande extinction n'avait jamais été aussi claire. En remontant à la surface, le magma a réchauffé des roches sédimentaires, ce qui a libéré d'énormes quantités de gaz responsables du changement climatique. Parmi eux, le dioxyde de carbone, qui piège la chaleur. La Terre se réchauffant, les courants océaniques ont ralenti, en coupant l'approvisionnement en oxygène et en créant des zones mortes. L'excès de dioxyde de carbone a déclenché une acidification de l'océan et empêché les animaux de produire des carapaces. La plupart des créatures n'ont pas pu s'adapter. Que peuvent nous apprendre des extinctions passées sur notre monde actuel? Ce qui est précieux quand on compare les extinctions massives de la limite KT et celles de la fin du Permien, c'est qu'elles résultent de facteurs déclencheurs totalement différents. Pour l'une, un astéroïde venu du ciel, et pour l'autre, le volcanisme de la Terre. Mais elles ont détruit les écosystèmes de la planète de la même manière. Cette conclusion nous concerne plus que jamais. Si les changements environnementaux sont importants, rapides et globaux, la planète est en mauvaise posture. Les humains modifient la planète à toute vitesse. La vie serait-elle de nouveau en péril? Les extinctions massives de la nuit des temps nous semblent appartenir à une planète lointaine. Mais bien que les acteurs aient changé, il s'agit de la même scène. Nous sommes dans la troisième ère, celle des mammifères. À cette époque, la diversité des espèces explose. Mais on peut craindre une nouvelle extinction massive, déclenchée non pas par les volcans ou les astéroïdes, mais par nous. Le paléontologue Anthony Barnowski enquête pour déterminer si une sixième extinction massive a déjà commencé. L'homme faisait partie de la nature. Aujourd'hui, c'est une force de la nature. Nous avons transformé 40% de la planète pour nos propres besoins. Et cela ne peut qu'empirer, parce que d'ici 2050, il y aura 3 milliards d'humains supplémentaires sur la planète. À travers la planète, de vastes zones forestières, abritant la majeure partie de la biodiversité terrestre, ont disparu.
d'autres habitats disparaissent aussi. Il y a 70 ans, la savane africaine abritait 400 000 lions. Aujourd'hui, seuls 30 000 individus survivent dans des parcelles isolées. Nous détruisons l'habitat des autres espèces et nous divisons leur environnement. En plus, nous modifions le climat. Normalement, toute espèce se dirige vers un nouvel habitat. Mais elles ne peuvent plus, parce qu'il leur faudrait par exemple traverser Los Angeles. Pour Anthony Barnowski, nous modifions l'atmosphère avec la même efficacité que les extinctions massives précédentes. À l'instar des éruptions sibériennes, nous relâchons des gaz à effet de serre qui piègent la chaleur. Au cours du siècle dernier, le niveau de CO2 et la température à la surface du globe ont augmenté en perturbant les écosystèmes de la planète. On peut même observer des signaux d'alarme dans un des lieux les plus protégés de la planète, le parc national de Yellowstone. Situé au sein d'un des plus vastes écosystèmes intacts de l'hémisphère nord, il abrite plus de 60 espèces de mammifères. Parmi elles, le grizzly, dont la population a rebondi de 150 à 600 individus. Mais les grizzlies sont de nouveau sur la liste des espèces en voie de disparition. Le changement climatique détruit leur source principale de nourriture, les graines riches en graisse du pin à écorce blanche. Les forêts, hier verdoyantes des rocheuses américaines et canadiennes, ont perdu leur couleur. Les pins à écorce blanche sont détruits par un agresseur minuscule. La biologiste Elizabeth Hadley étudie l'écosystème de Yellowstone depuis 30 ans. Tiens, Sean, voilà un bon exemple. Tu vois les branches vertes et au bout des pommes de pin. En fait, cet arbre a été touché. On le sait grâce à ces petits trous. Il porte une trace rouge. Cet arbre ne peut pas beaucoup se défendre. Il y a une galerie ici, juste là. Le coupable, le dendroctone du pin qui perce l'écorce pour pondre ses œufs. Les jeunes larves se nourrissent de l'arbre et le tuent rapidement. C'est cet insecte qui crée tous ces dégâts. Il n'est pas plus gros qu'un ongle. Ce coléoptère vit ici depuis longtemps. Mais avec le réchauffement climatique, il gagne des altitudes plus élevées et attaque des arbres autrefois hors de sa portée. Avec une hausse moyenne de 2 degrés, l'hiver n'est plus assez long ni assez froid pour détruire ces insectes. Et le processus est très rapide. Voilà le résultat d'une attaque au bout d'une dizaine d'années. La dernière fois que je suis venue, c'était une épaisse forêt verdoyante et bruyante. 10 ans après, la forêt est silencieuse. Ces arbres ne produiront pas de pommes de pin pendant au moins 50 ans, si le pin à écorce blanche reprend un jour. Les conséquences peuvent être définitives. Les ours ne sont pas les seules victimes. Un changement climatique de quelques degrés menace la biodiversité. Les espèces vivantes du monde entier se déplacent si elles le peuvent. Plus inquiétant encore, les températures pourraient augmenter de 5 à 6 degrés d'ici la fin du siècle. Une hausse quasi équivalente à celle qui a eu lieu au Permien.
On ne se demande pas si le climat se réchauffe, mais quelles seront les conséquences. Des phénomènes surprenants, des rapprochements inattendus, ou par exemple des espèces qui survivent à certaines perturbations et ne s'adaptent pas à d'autres. Nous pouvons observer ce qui se passe sur la terre ferme. Mais qu'en est-il des océans? Le long de la côte californienne, certains signes indiquent que le CO2 qui réchauffe l'atmosphère se dissout aussi dans les océans et modifie leur composition chimique. Cela rend les eaux plus acides, ce qui perturbe certaines espèces qui y vivent. Elles dépendent d'une certaine composition chimique de l'eau. Si les eaux deviennent trop acides, elles ne peuvent pas fabriquer de carapace. On l'observe déjà dans le nord-ouest du Pacifique, où les embryons d'huîtres et de pétoncles n'arrivent pas à survivre. Si la tendance actuelle se confirme, d'ici à la fin du siècle, le taux d'acidification des océans égalera celui de la grande extinction. D'un point de vue géologique, ce changement est fulgurant. On estime que la plupart des récifs coralliens disparaîtront d'ici 2070. Si nous perdons ces récifs coralliens, ce n'est pas juste dommage pour les plongeurs. Nous allons perdre 25% des espèces de poissons qui dépendent des récifs coralliens et 10% des zones de pêche dont nous dépendons. Destruction des habitats, acidification des océans, hausse du taux de CO2 et des températures. Les humains rivalisent d'efficacité destructrice avec les astéroïdes et les volcans. Alors, la 6e grande extinction a-t-elle commencé? Pour le savoir, Anthony Barnowski compare les archives fossiles aux espèces aujourd'hui en voie de disparition. Je pensais qu'en évaluant les taux d'extinction sur les derniers siècles de l'histoire humaine, comme nous avons calculé les taux d'extinction des données paléontologiques du temps profond, on ne serait pas en si mauvaise posture. Je me trompais totalement. Après avoir effectué les calculs, on a constaté que les taux d'extinction avaient extrêmement accéléré. En fait, les espèces meurent 12 fois plus vite qu'elles ne le devraient. Aujourd'hui, un quart des mammifères et un 5e des poissons et des reptiles sont menacés d'extinction. Les amphibiens disparaissent encore plus vite. Si on continue à perdre des espèces à la même vitesse qu'au siècle dernier, dans 200 ans à peine, 75% des espèces connues auront disparu à tout jamais de la surface de la Terre. Si on continue à se comporter comme on le fait aujourd'hui, la 6e grande extinction est une quasi-certitude. Le plus dur est de savoir que faire, et surtout que faire au niveau individuel. On sait que les réserves fonctionnent. En prévoyant des zones d'écosystèmes intactes, les animaux peuvent prospérer. C'est le minimum qu'on puisse faire. Une démarche planétaire a été lancée pour connecter des habitats fauniques à des couloirs terrestres où les animaux peuvent se déplacer librement. L'un de ces couloirs s'étendrait de l'Alaska au Yucatan, en incluant Yellowstone. Il ne faut surtout pas penser que c'est une cause perdue.
L'humanité est à la croisée des chemins. Soit on essaie de sauver les espèces en voie de disparition en évitant une 6e grande extinction, soit on regarde la catastrophe arriver. On a une très faible chance d'y remédier. Est-ce qu'on le fera? Je préfère penser que oui. C'est l'ère des mammifères. On ne voudrait pas finir comme les dinosaures, surtout par notre propre faute. On ne veut pas qu'à l'instar des T-Rex, le grizzly d'Amérique du Nord, les lions d'Afrique et les tigres d'Asie disparaissent pour finir empaillés dans des musées. Reste à savoir si, en connaissance de cause, on peut faire changer les choses.